Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous savez que j'adore faire les concepts, une maison d'édition et quelques livres à vous présenter. Alors là, je ne vais pas forcément argumenter sur l'évolution éditoriale de cette maison d'édition parce que c'est surtout des rachats. Et si vous avez aucune connaissance du milieu éditorial, ça peut être un peu rébarbatif de savoir qui a racheté qui et comment. Je prends juste comme ça vite fait pour vous parler des imaginales qui auront lieu la semaine prochaine, donc du 23 au 26 mai. Les imaginales, c'est à Épinal, c'est un des plus grands salons d'imaginaire en France. Je voulais juste vous indiquer que moi, je serai présente en tant que Lorraine Bélez du 23 au 26 sur le stand. Émilie Norsken sera présente donc vendredi et samedi de 14 h à 16 h. Et Arnaud Cazel sera présent le vendredi de midi à 13 h, le samedi de 11 h à midi et de 16 h à 17 h. Et le dimanche de 14 h 30 à 16 h. Voilà, notez bien les petites informations, on a beaucoup de mails sur les horaires et ce genre de choses. Si vous avez envie de pas trop faire la queue, par exemple, vous pouvez acheter les livres le matin et les refaire dédicacer dans la journée quand les auteurs sont présents. Il n'y a pas de problème. Et malheureusement, H. Pandal ne sera pas présente pour les imaginales pour des raisons personnelles. Mais vous retrouverez bien sûr La Forêt aux Fleurs d'Or sur le stand. Et j'ai très hâte de vous y voir. Mais aujourd'hui, on va parler de 10-18. Alors 10-18, c'est actuellement une maison d'édition qui appartient au groupe Editis et particulièrement au sous-groupe Univers Poche qui est donc Editis, un des deux groupes majeurs de l'édition en France avec Hachette. Mais à la base, 10-18, c'est une maison d'édition qui a été créée en 1962, donc UGE, par le directeur des éditions Plon, et qui était spécialisée surtout dans le roman, un peu l'historique, et c'est surtout des livres qui voulaient mettre en avant le nouveau roman. Pour ceux qui situent un petit peu, il faut savoir que par exemple, Christian Bourgois, qui était le fondateur de la maison d'édition Christian Bourgois, maison d'édition qui notamment publie Le Seigneur des Anneaux, il a pris la direction en 1968 avec Dominique Deroux jusqu'au départ de celui-ci. Alors que 68 avec 10-18, c'est une période qui est hyper importante parce que c'est l'époque où il y a une refonte de la maison d'édition, refonte graphique, refonte aussi de ce qui est proposé. Il y a énormément de catalogues militants, de textes du nouveau roman qui est publié. Par la suite, il y a des collections qui se sont créées, notamment la collection un petit peu noire, Grand Détective, que vous connaissez sûrement, que je ne vais pas vous présenter, mais il faut savoir que 10-18 a une collection de romans policiers assez connus avec des auteurs qui sont en place dans le catalogue, on va dire, de l'édition française depuis longtemps. Et Bourgois a quitté donc en 92 cette maison d'édition pour partir vers d'autres aventures. Et c'est surtout une maison d'édition qui est connue pour son format poche, son format assez engagé, et actuellement publie pas mal de choses différentes. Chez 10-18, vous retrouvez les collections donc Grand Détective, Policier, ce genre de choses. Vous allez retrouver toute une gamme de classiques. Notamment, vous allez retrouver toutes les gammes un petit peu de Virginia Woolf et ce genre de choses, de Sade, que je vous présente pas non plus, mais il y a pas mal de classiques qui sont trouvables chez 10-18. Vous avez des littératures qui sont du roman contemporain et surtout beaucoup de littérature étrangère, voilà, qui sont publiées. C'est assez riche, il n'y a pas forcément de collection imaginaire chez, on va dire, 10-18. C'est plus policier, roman, voire parfois un petit peu essai, ce genre de choses. Et on commence tout de suite. J'ai 5 livres à vous présenter, 5 livres dans des genres extrêmement différents. On va parler de dystopie parce qu'il y en a un, c'est un peu de l'imaginaire. J'ai pris un texte qui frôle un petit peu ceci parce qu'ils ont les droits d'une autrice qui est très marquante, on va dire, dans tout ce qui est dystopie et ce genre de choses. On a un texte qui parle de la Seconde Guerre mondiale, un autre qui parle de secte. C'est un texte que j'ai adoré. On a... en fait, il y a deux livres d'une même autrice, je n'ai pas remarqué. Et on a un texte de littérature un petit peu qui aborde le Grand Nord. Et on commence tout de suite. Pour beaucoup de lecteurs, quand on pense à 10-18, on pense à une autrice. Et en même temps, son texte le plus connu n'est pas publié chez cette maison d'édition-ci, il me semble, mais chez un autre éditeur. Mais tout le reste, je crois qu'ils ont les droits. C'est Margaret Atwood, donc avec ces 2 romans que je vais vous présenter. Margaret Atwood, il faut savoir que moi, j'ai pas lu La Servante écarlate, j'ai lu d'autres choses. Captive et donc Le Dernier Homme, qui est le premier tome d'une série qu'il faut que je continue, il me semble. Alors Captive, qui est dans cette très belle édition, il faut savoir que
10-18 pour Noël, comme le fait Pocket, font des collections parfois un peu particulières, donc voilà, avec du papier, ça c'est des éditions spéciales. Ça se passe en 1873. On suit donc Grace. Grace, c'est une jeune femme de 16 ans qui travaille comme domestique et qui va être accusée du meurtre de ses maîtres, il me semble. Et quand elle est enfermée, personne ne sait si elle est victime ou coupable ou si simplement elle a des problèmes psychiatriques. Et après nombre, on va dire, de médecins qui viennent un peu l'expertiser, personne n'arrive à démêler le vrai du faux, et sachant qu'elle est condamnée quand même à mort, donc voilà, faut un peu s'assurer quand même qu'elle ait vraiment commis les choses avec toute conscience. Et on suit donc le docteur Jordan qui va la questionner et elle va lui raconter son histoire, voilà, sa façon de la raconter, et lui va se poser beaucoup de questions parce que Grace, elle raconte sa version. Mais pendant tout le texte, comme toi en tant que lecteur, tu ne sais jamais trop si elle est coupable ou pas et si elle ne mitonne pas un peu. Voilà, c'est sa vision et il y a les faits et ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant parce que ça parle aussi du statut des femmes pauvres à cette époque-ci, des femmes qui se retrouvaient, alors c'est très présent chez Margaret Atwood, le joug des hommes et les hommes qui ne savent pas retenir leurs petites choses dans leurs pantalons. Voilà, et donc ça parle un petit peu de tout ça. C'est un personnage qui est extrêmement complexe et touchant, Grace. Je me souviens que ce livre, je l'ai lu quand je revenais de Paris pour revenir chez mes parents, dans le train, un jour où le train est arrivé à 23h au lieu de 17h. C'était pas si improbable que ça avec les retards de la ligne normande, mais il faisait un froid de canard, j'avais à moitié la grippe et pourtant j'étais embarquée par cette histoire. Je l'ai lu en fait pendant tout ce trajet-là, j'ai adoré. En même temps, j'avais le temps, vu ce qu'il fallait attendre. Mais c'est une histoire qui m'a convaincue pour son côté un peu psychologique et le jeu que Margaret Atwood fait entre le lecteur et la narratrice. Et en même temps, ça passe par un deuxième narrateur. C'est assez cool pour ça. Et voilà, triste, sombre, mais parle beaucoup des questions de société, du statut de la femme et surtout là de la hiérarchie sociale, de la médecine, de comment sont traitées les femmes voilà, en prison et ce genre de choses. Bref, c'est un peu un condensé de tout ça et aussi le jugement populaire, voilà, et c'est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent pas trop hein, la justice, notamment à cette époque-ci, c'est beaucoup de choses quand tu lis pas mal d'enquêtes de l'époque, les femmes, c'était un double tranchant. Il y avait parfois des femmes, on ne les condamnait pas parce que c'était des femmes et que les juges estimaient que les femmes étaient incapables de commettre des actes violents. Et au contraire, quand des femmes commettaient des crimes, parfois étaient beaucoup plus punies dans les peines parce que c'était des femmes et donc c'était des monstres. Voilà, c'était pas du tout, on n'était pas du tout jugés de la même manière et que ça soit en positif ou en négatif, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a un petit peu un sous-texte là-dessus. Le dernier homme, là on est sur de la dystopie. Dans un monde qui se porte mal, crise écologique, virus, on est en 2020, mais voilà, ça se passe pas très bien et on suit donc comment il s'appelle ce monsieur. C'est Snowman qui va être confronté à une nouvelle race d'humains un peu génétiquement modifiés qu'on appelle les crackers, qui sont programmés pour être des personnes qui ne sont ni promptes à la violence ni promptes à la sexualité ou à ce genre de choses, voilà, qui sont des êtres plutôt de paix. Et le personnage va vite se rendre compte qu'il doit survivre pour garder l'espèce humaine en vie. Et voilà, il y a tout un sujet en fait sur les questions de ce qu'ont fait les hommes de mal dans la société, les défauts, les délires des hommes, voilà, et ce qu'une nouvelle race pourrait créer, est-ce que ça vient de là ou pas, est-ce qu'on est bon ou est-ce que l'on devient mauvais, voilà, ce genre de choses. C'est des questions qui sont posées dans le texte et j'avais beaucoup aimé un peu cet homme qui nous rappelle le passé, voilà, parce qu'il me semble qu'il y a des passages qui se passent dans le passé et d'autres qui se passent dans le présent, en expliquant pourquoi il se retrouve dans cette situation-ci et sa confrontation avec cette nouvelle espèce. Et dans mes souvenirs, parce que celui-ci ça fait très longtemps que je l'ai lu, il faudrait que je relise, il y a une suite, c'est un premier tome, mais ça m'avait pas mal plu, j'aime beaucoup la couverture chez 10-18. 10-18 ont des chartes graphiques assez marquantes et esthétiques, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il y a toujours un intérêt assez graphique derrière ces textes-ci. Et je me souviens que le texte était hyper triste, voilà, il y a des thèmes assez durs, mais avec une dystopie qui était intéressante, avec des questionnements qui sont toujours très d'actualité, donc c'est sympa à découvrir.
Ensuite, là on passe à un autre délire, là on passe au cercle des éplucheurs de patates. Alors, grand succès littéraire, hein, je pense que vous l'avez vu passer, pareil, ça c'est une édition qui était une édition particulière, toute jaune, vêtue. C'est de Marie-Anne Schnaffer et de Annie Barrows. C'est un roman qui se situe à Guernesey, il me semble. On est entre la période de la Seconde Guerre mondiale et une période actuelle. On est dans la période Seconde Guerre mondiale un petit peu. On suit une jeune femme journaliste qui va correspondre avec des membres en fait d'un club de lecture qui sont à Guernesey. Guernesey, c'est une île britannique. Pendant la période de la guerre, il y a beaucoup d'Anglais qui se sont réfugiés sur cette île-ci et qui, au fur et à mesure de la correspondance, va échanger avec eux, se lier d'amitié jusqu'à les rejoindre. Elle va vite se rendre compte que les gens donnent des petites confidences et que ça ferait un très bon roman. Et donc c'est un livre qui va parler de la Seconde Guerre mondiale sous un angle assez particulier parce que déjà là où ça se trouve, on parle en fait de l'histoire de Guernesey qui a eu une place assez particulière pendant la guerre. On est au lendemain du grand conflit et que il y a pas mal d'Anglais qui se soignent actuellement sur l'île et il y a des histoires plus ou moins tragiques qui vont être soulevés. C'est très attachant parce que déjà ça parle de lecture et que ce club de lecture n'est pas forcément qu'un club de lecture, vous verrez bien. Et c'est une histoire un peu feel good mais qui te met quand même un peu la larme à l'œil sous fond de Seconde Guerre mondiale, pas trop horrible parce qu'il y a des livres sur la Seconde Guerre mondiale qui sont horribles à lire, qui est un peu plus léger, plus en mode roman grand public, avec une jeune femme pleine d'ambition qui va se retrouver avec des portraits de vie assez déchirants et pas mal d'informations historiques. Voilà, donc sans prise de tête, c'est un roman qui se lit très facilement, qui a la forme épistolaire, donc il faut un peu apprécier ça, mais qui, autant de parler de littérature, va surtout parler de guerre, de famille, de trahison et d'amour. Et vraiment du conflit et d'une manière, toujours avec un secret, ce genre de choses. Mais c'était très très chouette. Alors là, on passe sur un sujet qui est qui est aussi tragique en soi, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, sans être une histoire vraie, c'est-à-dire que le personnage qui est mis en personnage principal n'a pas existé, par contre, les autres personnages ont existé, c'est pas leur nom, mais ça fait référence à des personnages qui ont vraiment existé, avec quelque chose de terrible aux États-Unis. C'est un livre qui avait été un coup de cœur à l'époque. C'est The Girls de Emma Cline, qui est un livre qui parle de la Manson Family, donc la secte de Charles Manson, où on va suivre donc une jeune fille qui a 14 ans, c'est Evie. Elle s'ennuie un petit peu, hein, c'est les années 60, il fait très chaud en Californie, et Evie, en fait, elle va tomber raide dingue d'une jeune femme. Alors cette jeune femme, dans la vraie histoire, c'est une référence à Suzanne, qui est une des 3 filles les plus fans de Manson. Voilà, vous savez, pour ceux qui se renseignent un petit peu, mais elles sont très très connues dans le milieu du true crime. Et, elle l'invite à la rejoindre, voilà, dans son groupe un peu hippie, où au début elle a l'impression que tout le monde joue de la musique et que ça se passe bien, mais que une fois les portes passées, et une fois dans la caravane, Evie va subir les premières sévices et vite se rendre compte que il y a des choses qui clochent, et en même temps elle adhère à ce discours-ci, voilà, elle devient une partisane, et elle le fait surtout par amour pour cette jeune femme. Et on va suivre donc ce personnage en 2 temporalités. On suit donc Evie quand elle a 14 ans, voilà, jusqu'au moment fatidique, et je vous laisse découvrir ça parce que c'est voir un petit peu les choses de l'intérieur et essayer de comprendre les gens qui ont été dans ce processus-ci, et surtout Evie 30 ans plus tard, où en fait il y a des gens qui vont se rendre compte en fait, en parlant de son histoire et tout, que cette personne a fait partie de ça, et voilà, est-ce que Evie a participé ou pas et de quelle manière et tout. Et donc c'est aussi la culpabilité actuellement de l'embrigadement, du lavage de cerveau, du mouvement sectaire, et ça parle aussi des États-Unis de l'époque, voilà, parce que Manson, pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'histoire, c'est cette fameuse histoire de secte où lui n'a jamais tué personne mais a motivé ses fidèles pour aller assassiner différentes personnes, et parmi ces différentes personnes, on a eu notamment le cas très connu de Sharon Tate qui était enceinte, et c'est pour ça que ça a choqué, parce que d'autant plus que c'était une star à l'époque, elle était très enceinte et que ça les a pas gênés pour massacrer des gens, mais Manson était d'un suprémaciste blanc. Voilà, donc on parle aussi un petit peu de tout ça. C'est un livre carrément pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des scènes d'agression extrêmement explicites. Dans le roman, elles ont une utilité parce que ça fait partie en fait du bouquin et de l'histoire d'Ivy, et c'est d'énoncer, de voir les processus, comment puis c'est les années 60, genre elle a 14 ans, et aujourd'hui ça paraît totalement improbable qu'à 14 ans tu fais des trucs comme ça, mais c'est une autre époque, voilà, on est en pleine liberté sexuelle et tout, on est au sortir de la guerre, c'est un véritable capsule dans le temps, et c'est intéressant pour ça,
Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé toute cette histoire qui est extrêmement violente et tragique, mais j'ai aimé les deux, le parti pris d'avoir une Evie vieille et une Evie jeune, et de voir tout le processus, ça c'était hyper intéressant. Et il y a d'autres livres qui ont été écrits là-dessus, mais a priori c'est le meilleur dans toutes les chroniques que j'avais pu lire. Et ensuite, nous avons, et enfin, un livre que j'ai adoré à l'époque. Alors pareil, il est un peu violent celui-ci aussi. C'est une épreuve non corrigée, parce que j'avais récupéré dans les abîmes de la poubelle. C'est-à-dire que quand vous travaillez en maison d'édition, surtout dans les grosses maisons d'édition, il y a ce qu'on appelle le pilon, c'est les livres qu'on ne vend pas. Alors ça peut être les services presse, voilà, pas mal de livres. Et tu vas à la pêche aux livres. Et donc celui-ci, je l'ai pris et c'est Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire, donc, qui est un petit classique quand même. Hein. C'est un livre qui a été sélectionné pour le Man Booker Prize, qui est un très très grand prix littéraire. Il a été considéré par le New York Times comme un des meilleurs livres, donc dans le top 10 des lectures de 2016. Donc voilà, c'est quand même un gros bouquin. Ça se passe dans le Nord, je pense que ça peut se voir, avec des baleiniers. On suit donc notre cher Patrick Summer, qui est un médecin à la réputation un peu bancale et qui ne trouve pas de travail. Et le seul moyen pour lui de s'enrichir, c'est de rejoindre ce bateau de baleiniers qui va partir dans le Grand Nord chercher des trésors, c'est-à-dire chercher des baleines, parce que la baleine, surtout à cette époque-ci, parce que c'est un romantisme un peu historique, c'était l'or noir, hein, donc vraiment c'est quelque chose qui rapportait énormément d'argent et qui était extrêmement dangereux et qui amenait pas forcément les gens les plus sympathiques de la Terre. Et sur le bateau, va y avoir un meurtre d'un jeune mousse, d'un jeune garçon, et un truc horrible, vraiment un truc, on le retrouve dans un état, dans ces circonstances un peu horribles, et là-bas sur le bateau il va vite se faire la rencontre d'un baleinier extrêmement dérangeant, et tout va être autour de l'enquête et de essayer de survivre sur un bateau avec quelqu'un qui mine de rien assassine des gens. C'est un bouquin où vraiment le méchant est très très méchant, et j'ai des scènes où du genre t'es pas bien quoi, le mec voilà, est un peu agressif pour le coup, mais ça parle vraiment des baleiniers, hein, qui était un métier quand même voilà, assez important à cette époque-ci. Il y a un petit côté historique pour ça, un côté enquête policier pour ça, et je me souviens d'une scène finale assez dans l'apothéose, voilà, un truc qui m'avait bien plu. J'avais aimé l'ambiance, j'avais trouvé ça extrêmement violent parce qu'on parle d'agression sur enfants et tout, on est sur quand même des sujets très durs, mais il y a ce côté arctique, et vous savez que moi, dès qu'il y a de l'arctique, dès qu'il y a des crimes, dès qu'on est sur un bateau, je suis partie, parce que moi, terror, tout ça, ça c'est ma came. Genre vraiment, tu me mets un bateau avec des crimes et des choses bizarres, cheloues, moi j'adore. Pour le coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé ça. Et même les films qui se passent avec les baleiniers et tout, alors ça me fait toujours pleurer dès que je vois des baleines qui sont blessées, mais j'ai toujours été un peu attirée par ce genre de récit. Et donc si vous avez aimé Terror, je pense que vous pourrez aimer celui-ci, sachant qu'il n'y a pas vraiment de fantastique ici, c'est plus du policier, mais vraiment ça a été une très très bonne lecture. J'en ai un souvenir impérissable, notamment que le méchant m'ait marqué autant, c'est qu'il était vraiment pas gentil. Voilà, pour le coup, j'avais aimé la complexité du personnage, voilà, avec plein de rebondissements, et cette enquête un peu de... on sait très vite ce qui va arriver, mais c'est palpitant, il y a des enjeux, et il y a un truc un peu contre la montre quand même dans le texte, et j'avais beaucoup aimé ça. Alors c'est contrairement à... c'est pas un poche, alors je me demande si c'est dû au fait que ce soit une épreuve non corrigée, donc c'est un format standard, ou s'il était sorti en grand format comme ça, mais j'ai pas le souvenir quand je bossais chez Editis, et pourtant j'en ai rangé des livres dans la bibliothèque de 10-18, qu'il y avait des grands formats comme ça. Donc je pense que c'est peut-être dû au format, on va dire, du fait que c'était une épreuve non corrigée, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les épreuves non corrigées, alors tous les éditeurs ne le font pas, mais ce sont des épreuves en général où il n'y a pas eu de correction orthotypographique, ou du moins pas la finale, c'est pas la version finale. En général, il n'y a pas trop de coquilles, parce que c'est le genre de texte qu'on envoie soit pour faire des visuels au niveau de couverture et ce genre de choses, soit qu'on envoie à des journalistes vraiment quand on veut des articles très tôt, quand on sait qu'ils sont débordés et tout. C'est un truc qui se fait un peu moins. Maintenant, je sais que ça soit les journalistes ou les influenceurs du livre, parce que souvent on est sur les mêmes listes, moi ça m'arrive d'être sur les mêmes listes que des journalistes, on a un mois en avance des bouquins, mais qui sont des bouquins finaux, parce que les épreuves non corrigées, ça pouvait être bourré de fautes, il pouvait y avoir des gros changements, même des changements dans la narration sur certains trucs, donc voilà. Et les couvertures blanches, maintenant les gens ont besoin de visuels, même pour les articles ou pour les vidéos ou pour les photos,
Donc c'est important et c'est pas très beau. Épreuve non corrigée, ça fait pas très vendeur. Mais un texte que je vous recommande chaudement. Chez 10-18, il y a beaucoup de choses. J'aurais pu vous parler aussi de certains policiers que j'ai lus historiques qui sont très très bons dans le policier historique. Notamment avec Boursi par exemple. Ils ont des sagas qui sont assez importantes et c'est quelque chose où quand je vais voir un 10-18, en fait j'aime bien la charte graphique, même si c'est pas toujours vu esthétiquement, voilà, avec de l'illustration et tout, il y a toujours une recherche graphique pour le coup par rapport à d'autres formats poche, et j'aime bien le papier, j'aime bien le rendu en maison d'édition, j'aime bien le rendu, et en plus ce sont des dos qui sont quasiment incassables, voilà, c'est des livres qui sont solides, maniables et souples, et ça c'est vachement bien. Mais sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres de 10-18 que vous avez appréciés, voilà, d'en parler, pour essayer de donner envie aux gens de s'y pencher, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.